dans le débat ouvert organisé par le NPA révolutionnaire de région parisienne. On va faire un débat ouvert avec une introduction qui va porter sur la question de la nécessité, face aux impasses de la gauche, de renforcer les organisations révolutionnaires. Donc on va commencer par deux introductions et ensuite on laissera la place au débat. Donc on va donner la parole à Benoît, cheminot et militant au NPA révolutionnaire, et ensuite à Gaël, syndicaliste à la Poste, porte-parole du NPA révolutionnaire. Ok, merci les camarades déjà d'être venus nombreux ce soir. En fait, on pourrait se demander pourquoi faire une réunion publique sur la gauche, parce que c'est vrai que partout dans le monde, c'est quand même plutôt l'extrême droite. Aujourd'hui, qui donne le ton, qui a le vent en poupe, Trump aux États-Unis, Meloni en Italie, enfin les exemples sont nombreux, et puis en France, des sondages qui donnent le Rassemblement national toujours de plus en plus fort. Alors justement, voilà, face à cette montée de l'extrême droite, on a quand même une certaine gauche qui se présente en alternative pour faire barrage, et avec quelques succès ces derniers temps. Alors récemment, je pense que vous avez suivi, même Dany à la mairie de New York, avec un programme pour la construction de logements sociaux, pour le gel des loyers. Alors New York, c'est une ville où une bonne partie de la population peut dépenser la moitié de ses revenus dans le loyer, mais aussi la gratuité des transports et des crèches. Il a affiché également son soutien à la cause palestinienne, ce qui lui a valu des torrents de haine de la part des dirigeants des Républicains, mais aussi de certains démocrates aux États-Unis. Voilà, l'accusant de collusion avec les orgas islamistes, Hamas, Al-Qaïda, on ne sait pas trop, peu importe. Voilà, l'essentiel était de discréditer et de crier bien haut son islamophobie. Donc voilà, un Dany à côté de ça qui me paraît quand même plutôt sympathique. Alors voilà, puis en France, ces dernières années, c'est plutôt les scores électoraux de la France insoumise, donc de Mélenchon, à la présidentielle, d'abord en 2022, puis ensuite avec la NUPES et le NFP dans les élections législatives qui ont suivi. Ces succès, ils arrivent aussi après qu'une autre gauche ait été au pouvoir et beaucoup déçue. Le Parti socialiste en France, avec les années Hollande, bien sûr, et ses attaques anti-ouvrières. On se souvient tous de 2016, la loi travail. Et puis à l'étranger, les démocrates aux États-Unis, où Biden s'est discrédité en soutenant l'État israélien en train de génocider et coloniser la Palestine. Les travaillistes en ce moment au pouvoir au Royaume-Uni, qui mènent une politique anti-migrants très semblable à ce que fait l'extrême droite dans d'autres pays. Alors voilà, face à tout ça émerge une autre gauche, certains diront une vraie gauche, ou une gauche de la gauche qui incarne un espoir pour pas mal de monde, y compris dans la jeunesse et y compris dans les entreprises, c'est-à-dire là où nous militons. Alors d'abord, comment caractériser cette nouvelle gauche, alors qui n'est pas si nouvelle que ça fait quelques années quand même, mais déjà elle a plutôt tendance à placer le peuple au centre de son projet politique, et plus tellement la classe ouvrière. Alors c'est la théorie de l'ère du peuple de Mélenchon. Aux États-Unis, c'était les 90% contre les 1% les plus riches, ou alors ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Vous voyez, c'est un peu ce genre de vocabulaire. C'est aussi la théorie du capitalisme tributaire de Mélenchon, c'est-à-dire un capitalisme où la sphère de la circulation et des échanges serait devenue beaucoup plus importante que la sphère de la production. Voilà, en raison notamment de l'émergence du numérique, des plateformes, des réseaux, toutes ces choses-là. Et donc la production de plus-value dans les entreprises, alors bien sûr ça continue à exister pour ces gens-là, mais c'est pas si important que ça aujourd'hui. Alors c'est une théorie qui est assez en vogue chez les intellos de l'Institut La Boétie, qui est dirigé par Mélenchon et Guettet, où en gros l'exploitation salariale, ça serait un type d'exploitation parmi bien d'autres qui aurait pris le dessus, qui serait plus importante. Par exemple l'exploitation par la rente, alors la propriété intellectuelle, le marché immobilier, ou alors l'exploitation financière. Alors voilà, on peut en conclure deux choses. Pour ces gens-là, la classe ouvrière, c'est plus si important que ça. Et puis, il faudrait combattre ce capitalisme-là, ce nouveau capitalisme, et pas le capitalisme en général. Alors voilà, chez ces intellos, alors c'est ça qui est marrant, c'est que tout ça se fait au nom d'un matérialisme historique qui prétend avoir mieux compris le nouveau capitalisme d'aujourd'hui, qui n'aurait plus rien à voir avec celui de Marx. Alors, si vous voulez mon avis, un raisonnement matérialiste consisterait plutôt à dire que c'est peut-être le manque d'activité dans la classe ouvrière, le manque de grève, le fait que les dernières révolutions ouvrières commencent à dater un petit peu, le fait qu'on voit émerger des nouveaux mouvements antiracistes, féministes, écologistes, et c'est tant mieux vraiment, qui fait que voilà, la réalité sociale se reflète dans la tête de ces intellos-là, qui du coup relèguent la classe ouvrière un peu au second plan. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, la France insoumise continue de conserver un électorat très important chez les travailleurs et dans la classe ouvrière, même si elle n'organise pas tellement de militants. C'est généralement des organisations qui sont très peu structurées, voire même pas du tout.
qui réunissent pas tellement leurs militants, un peu sur le modèle de Podemos également en Espagne, et qui donc se préservent de toute possibilité d'être contestés en interne. Voilà, mais c'est aussi des organisations qui font le choix voilà, de l'antiracisme, du féminisme, en ce moment du soutien au peuple palestinien. Et franchement, tant mieux. On préfère ça quand même à une autre gauche qui existe aussi, qui est plus minoritaire. Par exemple, celle de Sarah Wagenknecht, pardon pour la prononciation en Allemagne, voilà, qui est de gauche sur les questions sociales, mais qui est très anti-immigration. Ou alors en France, celle de Roussel, Ruffin, qui ont pu quand même tergiverser sur la dénonciation du génocide en Palestine, ou parfois qui peuvent avoir des relents un peu franchouillards qui sont quand même beaucoup moins agréables. Voilà. Alors malheureusement, la France insoumise garde quand même un certain souverainisme. On est quand même en France, une grande nation impérialiste, et elle continue de soutenir l'impérialisme français voilà, un peu partout à l'étranger. Voilà, ça c'était pour la caractériser un petit peu. Maintenant, cette gauche-là, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est aux portes du pouvoir ou alors quand elle y accède vraiment ? Alors en fait, la logique est un peu toujours la même, c'est de défendre une perspective institutionnelle, donc construire une majorité. Et ça veut dire s'adresser à d'autres bien souvent quand même, ça veut dire faire des alliances. Et on a vu la France insoumise ressusciter un parti socialiste qui était moribond et qui méritait de l'être. Et d'ailleurs, plus la France insoumise s'approche du pouvoir, plus les stratégies d'alliance avec des partis plus à droite se précisent, alors que justement, pendant la période 2012-2017 sous Hollande, elle s'était tenue un peu franchement quand même dans l'opposition face à ce gouvernement PS et écolo. Alors c'est d'ailleurs de là que lui vient son crédit dans les classes populaires. Aujourd'hui, avec la NUPES, d'abord en 2022, puis le NFP en 2024, elle a réussi à ressusciter une bonne partie des personnalités les plus détestées du Parti socialiste. On retrouve François Hollande à l'Assemblée nationale, Valls au gouvernement, enfin, l'horreur absolue. Voilà, c'est souvent... en réalité, c'est un peu pareil également aux États-Unis, où en fait, si une gauche du type Mamdani prenait de l'importance et avait une chance de l'emporter nationalement, Mamdani se tournerait sans doute vers le reste du Parti socialiste, du Parti démocrate, pardon, qui lui est au service de la bourgeoisie depuis bien longtemps. D'ailleurs, en ce moment, il a le soutien de certains dirigeants nationaux du Parti démocrate, bien content qu'il ait réussi à ramener un électorat perdu depuis pas mal de temps. Voilà, d'ailleurs, d'après une représentante d'une fédération patronale, Mamdani a été très bon pour nouer des relations et assister à des réunions dans les milieux d'affaires, nous dit-elle. Voilà, en fait, on est face à un choix. Ce choix, c'est celui de combattre le capitalisme ou alors de dealer avec une fraction de la bourgeoisie. C'est ça que ces hésitations, elles traduisent. Et il y a une dizaine d'années, on a eu un exemple assez éloquent à ce sujet-là. C'était l'exemple de Syriza. En Grèce, Syriza, qui était une organisation de gauche radicale, voire même extrême-gauche, certains diront, et qui, pour le coup, est arrivé au gouvernement sans faire partie d'une coalition de gauche, le PASOK, Parti socialiste grec, ayant été discrédité avant. Voilà, alors tout ça faisait suite à une crise économique et à des mobilisations assez importantes dans le pays. Et en fait, Syriza, une fois arrivée au pouvoir, elle va chercher un appui auprès des autres gouvernements de gauche en Europe, alors que justement la bourgeoisie européenne fait pression. La Banque centrale européenne a étranglé les banques grecques en les privant d'euros, ce qui était un moyen assez radical. Et voilà, en fait, Syriza va refuser de mobiliser les travailleurs grecs contre leur propre bourgeoisie et va donc finir par appliquer tous les plans d'austérité contre lesquels elle avait été élue. Syriza, d'ailleurs, va même finir par gouverner avec un petit parti de droite, les Grecs indépendants, Anel, tant son programme était en réalité compatible avec les intérêts des capitalistes grecs. Voilà, donc face à une bourgeoisie qui est à l'offensive, qui est très forte en ce moment, la question du rapport de force, nous, on pense qu'elle est très importante. Voilà, tous ceux qui militent dans les entreprises le savent, hein, on a besoin de grèves très importantes, très dures, très longues, y compris ne serait-ce que pour repousser une réorganisation ou un plan d'une direction ou du patronat. Et voilà, sans ce rapport de force, la gauche, elle se retrouve toujours à faire le contraire de ce pourquoi elle avait été élue, et avec souvent un effet très démoralisateur sur celles et ceux qui avaient placé leurs espoirs en elle. Voilà, pour l'anecdote, je peux raconter, en 2014, on a eu une grève à la SNCF, donc c'était sous Hollande. C'était un projet de réforme ferroviaire qui découpait l'entreprise en trois pour commencer à préparer la privatisation. Et la CGT cheminot avait appelé un rassemblement devant le siège du Parti socialiste, qui à l'époque était rue de Solferino. Et une fois arrivé devant le siège, ils s'étaient mis à scander « On a voté pour vous, souvenez-vous ». Voilà, c'était ça leur seule perspective, quoi, c'est-à-dire aller mendier auprès de Hollande. Voilà, donc c'était bon, quand même assez
D'ailleurs, quelques mois avant, on avait une précédente réforme des retraites qui était passée, la réforme Marisol Touraine, quasiment sans mobilisation. C'est la réforme qui va porter à 43 annuités pour partir avec le taux plein, donc c'est quand même pas rien comme réforme. Elle était passée avec le soutien affiché de la CFDT, et puis un soutien de la CGT, des autres confédérations syndicales qui en réalité n'avaient quasiment pas appelé à la grève contre cette réforme. Les écolos, eux, s'étaient abstenus au Parlement puisqu'ils étaient encore présents dans le gouvernement, ils avaient encore des ministres à cette époque-là. Et voilà, là, même à ce moment-là, à nouveau, en 2017, l'illusion chez beaucoup de travailleurs, en particulier chez les militants syndicaux, que voilà, avec Mélenchon, cette fois-ci, ça serait moins pire. Et lui-même, Mélenchon, qui surfe donc sur cette idée-là, disant « je vais vous économiser des kilomètres de manifestations ». On était dans un contexte post-loi travail 2016, voilà, avec toutes ces manifestations, ces grèves et la répression qui l'avait accompagné. Et en fait, voilà, c'est là qu'on a un gros désaccord avec la France Insoumise. C'est pas tellement sur le programme, même si, bon, là aussi, il y a des choses qu'on pourrait discuter, parce que la France Insoumise réclame un SMIC à 1 600 € net, c'est quand même pas énorme. Ouf. Donc voilà, bon, ils mettent quand même en avant des augmentations de salaire, même si on aimerait qu'elles soient plus importantes. Ils mettent en avant un certain nombre de mesures qu'en réalité, même nous, on pourrait reprendre dans notre programme. Le partage du temps de travail, taxer les riches, des choses comme ça. En réalité, je pense là où on a un vrai désaccord, c'est sur les moyens d'imposer ces mesures. Et ça, en fait, ce que propose la France Insoumise, c'est jamais un programme pour les luttes. Voilà. Et il n'y a jamais l'idée de toucher à l'appareil d'État, de s'affronter à l'appareil d'État de la bourgeoisie. Alors au contraire, il y a même l'illusion chez la France Insoumise qu'on pourrait l'améliorer, cet appareil d'État. Alors c'est la 6ème République, c'est une autre constitution, c'est le développement de ce que les intellos de l'Institut La Boétie appellent les déjà là. Donc les déjà là, c'est les petits morceaux de communisme qui seraient à l'intérieur du capitalisme. Donc par exemple la sécurité sociale, les retraites par répartition, l'assurance maladie, chômage, les services publics, etc., etc. Donc toutes ces petites limites à l'exploitation capitaliste qui nous permettent de ne pas crever la gueule ouverte. Et qui au passage ont été obtenues par des luttes, pas jamais offerts en cadeau de Noël. Alors en réalité, voilà, ces gens-là pensent que tous ces mécanismes, il suffirait de les étendre, il suffirait de les généraliser, et paf, l'État bourgeois deviendrait au service des travailleurs. Alors on peut aimer les tours de magie, pas de problème, mais là attention quand même, parce que c'est vrai que cet appareil d'État, en réalité il est tout pourri, mais justement, s'il est pourri, c'est justement parce que c'est pas le nôtre. Un autre exemple, la 6ème République qui est réclamée par la France Insoumise et qui serait plus démocratique. C'est vrai que cet appareil d'État-là, il n'a rien de démocratique. Les travailleurs et les travailleuses ont été nombreux à être choqués quand même par l'utilisation du 49.3 en 2003 sur la réforme des retraites, alors qu'on avait des millions de personnes en manif, on avait des grèves dans les entreprises, une population qui était contre à 80% dans les sondages, et même une majorité du Parlement qui ne voulait pas la voter, et hop, Borne a pu la faire passer à coup de 49.3. Mais en réalité, c'est même pire que ça, c'est à tous les niveaux de cet appareil d'État qu'on retrouve des gens qu'on n'a jamais élus, par exemple, et qui militent contre nous. On n'a jamais élu les dirigeants de la police, ceux qui donnent des ordres aux flics de se lâcher à Sainte-Soline et d'aller blesser et mutiler les manifestants. On n'a pas non plus élu les magistrats qui ont condamné nos camarades de la Poste pour violation de domicile, alors qu'ils exerçaient leur droit de grève il y a une dizaine d'années, sous un gouvernement de gauche d'ailleurs. On n'a pas non plus élu les dirigeants de l'armée qui interviennent aux quatre coins du monde pour maintenir l'ordre impérialiste. Alors voilà, juste pour dire, on ne pourra pas faire l'économie d'une révolution, et ce n'est pas tellement une question de préférer une révolution dans 50 ans plutôt que des changements immédiats, plus modestes, comme on nous dit parfois. En réalité, c'est une question entre choisir de s'accommoder avec le capitalisme, qui aujourd'hui nous attaque dans tous les domaines, en réalité, qui ne nous laisse aucune marge de manœuvre, ou alors rompre avec ce système-là, renverser l'appareil d'État et en construire un autre à notre image. Alors l'objectif, évidemment, il peut sembler assez lointain, mais ça implique dès maintenant une certaine intervention des révolutionnaires dans la situation sociale et politique, et je vais laisser Gaël développer là-dessus. Yes. Là, on est en pleine période d'élection municipale. Vous avez vu, il y a les premiers camarades et militants de la gauche institutionnelle qui sont lancés sur les campagnes électorales. Et on a beaucoup le terme citoyen, concitoyen, enfin toute une série de termes qui en fait nient la notion même de classe.
Moi, je voulais quand même insister dans la continuité et je reviendrai sur cette histoire de citoyen, hein, le citoyen juge dont tu parles, le citoyen policier, le citoyen patron, hein, cette façon en fait de nier le fait qu'il y a une ligne de classe et qui est irréconciliable entre eux et nous. En fait, on a envie d'aborder cette discussion d'une manière à la fois ouverte, mais totalement assumée sur ce que sont nos positions de militants communistes et révolutionnaires. C'est-à-dire que si on croit un peu à ce qu'on dit sur le fait qu'il y a urgence parce que les capitalistes mènent la planète dans une impasse, dans sa destruction, qu'ils sont prêts à tout, quoi qu'il en coûte, sur la guerre tout court et la guerre sociale, si on ne renforce pas les rangs des organisations révolutionnaires, internationalistes, en réalité, on va se prendre, mais comme un boomerang, ce qu'est l'extrême droite, qui en réalité n'est pas autre chose que la version la plus radicalisée de la défense des intérêts de la bourgeoisie et des capitalistes. Et donc, la première des choses qu'on a envie de dire, c'est que on assume pleinement. Dans le visuel, c'est vrai qu'il est provoquant. Tu as Mamdani et Mélenchon pour toute une série de nos collègues, camarades de classe, voisins, voisines, quand même, c'est plutôt des amis. Et nous, on sort ce visuel en mettant la ganache de Jean-Luc et de Mamdani en disant les impasses de la gauche, les révolutionnaires. Bon, bah, sur mon mur, là, sur Facebook, un ancien pote, il y a longtemps, hein, quand on était étudiant de la LCR, ça l'a chauffé un peu. Hein, il est maintenant à la France Insoumise. Il dit, ouais, vous profitez du vent de gauche, hein, pour, en gros, taper sur la gauche institutionnelle. Mais en réalité, la question que nous, on a envie de poser de manière un peu ferme, c'est que oui, on assume le fait d'avoir une délimitation stricte d'avec la gauche institutionnelle. On assume pleinement le fait de marcher séparément, de manière organisationnelle. Et pour une raison simple, parce qu'en fait, les révolutionnaires sont les seuls, au-delà de tout ce qu'a dit Benoît sur l'analyse de ce qu'est le capitalisme, mais à montrer quels sont les responsables de la crise, à montrer quels sont les ennemis. Et ces ennemis s'appellent la bourgeoisie, les capitalistes et le patronat. Aujourd'hui, on galvaude le terme anticapitaliste. Moi, j'aimais bien ce slogan qui a été porté un peu par la jeunesse radicalisée sur la question écologique en disant « l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage ». Alors, l'anticapitalisme, en gardant le patronat et l'exploitation, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et le problème fondamental entre l'ensemble du champ de la gauche institutionnelle et nous, c'est qu'on dit l'ennemi principal, il est d'abord dans notre propre pays et il s'appelle capitaliste, bourgeoisie, patron. Et que ne pas montrer cet ennemi principal, c'est quelque part vendre une salade qui a été vendue par la gauche institutionnelle. Et ceux qui, avant eux, se disaient réformistes, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient... Aujourd'hui, dans la gauche institutionnelle, il n'y a plus personne qui dit qu'il veut construire une société communiste, socialiste, débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise très peu le terme réformiste pour caractériser que ce soit la France Insoumise ou le Parti communiste français. Mais au moins avant, ils nous disaient qu'ils voulaient arriver par des réformes à une société sans classe. Aujourd'hui, sur l'ensemble du champ, tout le monde défend la perspective du cadre du système et des rapports d'exploitation et l'organisation sociale qui est mise en place. Ça, c'est l'élément central. Alors, on dit souvent, et on a raison, qu'il y a une course de vitesse qui s'enclenche avec l'extrême droite, mais il y a besoin de gagner sur les idées conséquentes, communistes et révolutionnaires, et sur cette nécessité de s'organiser. Parce que sinon, c'est la salade de il peut y avoir un capitalisme à visage humain. On peut faire de l'anticapitalisme au travers des urnes. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la litanie. Hein, ceux qui viennent plutôt du milieu Parti communiste français. D'ailleurs, le terme est quand même pas très... Enfin, pour globaliser l'ensemble de la classe ouvrière, c'est déjà un choix de nom particulier. Mais de nous dire, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, que pour les jours heureux, c'est possible sous le capitalisme. Ben nous, on dit de manière claire, nette, et on assume,
si tu maintiens les rapports d'exploitation et d'oppression, si tu maintiens le patronat, il n'y a pas de possibilité d'avoir en fait une meilleure vie. Alors, évidemment, notre but, c'est pas de dire « Ah, regardez les traites, ils vont trahir, ils ont toujours trahi ». Je veux dire, ça convainc personne de raconter ça. Enfin si, ceux qui sont déjà convaincus. Bon, alors je vous ai ramené aujourd'hui, pas le manifeste de Marx, hein, je vous ai ramené le programme du nouveau Front populaire. Bon, parce que vous savez, il y a la gauche institutionnelle, en particulier la France Insoumise, qui nous dit le programme, tout le programme, rien que le programme. C'était dans la bagarre qu'ils avaient très acharnée avec la gauche, avec le PS, je veux dire, la gauche, excuse-moi, avec le Parti Socialiste. Bon, mais la lecture de ce programme, il est mort-né vite, hein, donc il n'a pas tenu longtemps, hein, le programme. Même là, vous avez vu comment Gage, Bompard nous ont fait un duel à l'Assemblée nationale. Ils n'ont même pas réussi à tenir le fait de demander l'abrogation, hein, qui là figurait quand même, l'abrogation de la contre-réforme des retraites pour laquelle on a fait grève et on s'est largement mobilisé. Le problème fondamental, c'est ce qu'a dit Benoît, c'est-à-dire, d'abord, il ne donne absolument jamais l'explication du besoin qu'il y a à construire un rapport de force dans la rue, dans nos entreprises, dans les quartiers, contre le pouvoir du patronat, c'est-à-dire en fait imposer un autre pouvoir qui est celui des travailleurs et des travailleuses. Mais par ailleurs, sur le programme, vous prenez juste le programme de 81 de l'Union de la gauche, enfin je veux dire, à côté c'est un truc de social-démocrate. Première chose, il y a le salaire, ce que tu dis. Enfin je veux dire, le salaire il propose 1600, c'est-à-dire aujourd'hui le salaire, le SMIC net, il est à 1426 et 30 centimes. C'est-à-dire qu'il propose une augmentation inférieure à 200 € net. Alors, des augmentations salariales, même en termes de réforme, il n'y a rien de contradictoire avec la logique du système capitaliste, mais même des réformards bureaucrates dans les syndicats demandent plus que ça. Sur la question des méga-bassines, où on a vu tous les éléments de la police, comment elle dit il faut tuer, enfin, le rôle de la police, de classe, de réprimer et d'être là pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. Alors, mesure ultra radicale, un moratoire sur les méga-bassines. Sur la police, parce qu'il y en a pas mal hein, sur la police. Alors la police, pour eux, c'est pas le problème, le caractère de classe. On a bien vu, hein, zéro bavure hein, sur un patron, zéro bavure sur un bourgeois. Mais eux, ils résolvent en fait le problème des violences policières par la police de proximité. Alors on l'a dit en long, en large et en travers avec Selma pendant la campagne des européennes et les législatives. Nous, plus loin est la police, mieux on se porte par rapport à nos grèves, à nos occupations et à nos lieux de vie. Bon, et que la question fondamentale, qu'elle puisse plaire ou déplaire, elle reste une question sociale, celle du chômage, celle de nos salaires, celle des fins de mois, celle des services publics, là où on vit. Et qu'on n'essaye pas de trouver en fait une solution qui serait aux côtés de la police. Ils écrivent par exemple, d'ailleurs ils nous écoutent, ils écrivent par exemple « Assurer la sécurité de la population par le rétablissement de la police de proximité ». Voilà, ça c'est réglé, maintenant tout va bien. Sur la question de l'internationalisme, rien sur le droit de vote des immigrés à toutes les élections, rien sur l'ouverture des frontières, rien sur la régularisation de tous les sans-papiers. Enfin, je veux dire, il y a effectivement les moyens, la prise du pouvoir, etc. L'écologie, on peut se dire, ah là, ils vont nous faire un bon paquet. Il y a toute une page sur la bifurcation écologique, etc. Je vais vous lire ça parce que ça m'a... Je suis resté un peu sur le cul, si je le retrouve évidemment. C'est long, hein. Entamer la planification écologique. Tu te dis, ça sonne bien, planification. Mais ils ont oublié que c'est les entreprises qui font le plus de bénéfices qui polluent le plus, en fait. Et donc, si tu n'as pas une incursion dans la propriété privée de ces entreprises, la planification, elle sert à que dalle, en fait. Et c'est cette mesure, hein, faire voter une loi énergie-climat, inscrire le principe de la règle verte, mettre en place un plan climat visant la neutralité, assurer l'isolation complète des logements, accélérer la rénovation des bâtiments publics, renforcer la structuration des filières, faire la France leader européen des énergies marines, revenir sur la fusion de l'agence de sûreté, refuser la privatisation des barrières hydrauliques. Et je poursuivais les pages. Rien sur la réquisition des entreprises qui polluent. Parce que dès qu'il s'agit de mettre en fait le doigt, le début du commencement,
sur la propriété privée et sur ceux qui sont la cause de tous nos maux, là, il n'y a plus personne. Alors, cet élément-là, il est pour nous important parce que cette bagarre sur les idées, il faut qu'on la porte très largement et des moyens pour imposer en fait une autre société. Alors, quand on part sur les salaires, quand on dit comment il faut imposer ces mesures, on a eu quand même là des occasions. À cette rentrée, la question du blocage de l'économie, elle s'est posée. D'ailleurs, elle s'est posée très en dehors des directions syndicales et même des organisations révolutionnaires. Il y a Bayrou qui fait une déclaration le 15 juillet dans laquelle il croit pouvoir se permettre de mener une offensive contre les travailleurs et les travailleuses, en particulier sur les questions de jours fériés, mais pas que. Et tu as, sur toute la période estivale, une logique qui est celle de dire « faut tout bloquer ». Et de là, évidemment, pour reprendre la main, c'est-à-dire la question des moyens, de faire en sorte que ceux et celles qui font tout tourner, les travailleurs et les travailleuses, décident enfin de tout. Parce que souvent, quand il y a des grèves qui bloquent, on nous dit « ah, on est pris en otage, etc. etc. » Bon, mais c'est normal en fait que ceux et celles qui font tout tourner décident à un moment donné si ils considèrent que leurs existences sont respectées, qu'ils considèrent si c'est logique ou normal de continuer à travailler alors que on les méprise éhontément. On le dit, il y a en fait des possibilités de pouvoir imposer de fait un autre pouvoir. Et on aurait envie, franchement, de ne pas s'excuser, qu'on ne nous fasse pas la leçon. Les révolutionnaires, c'est pas parce qu'on défend cette perspective, le communisme, l'internationalisme, qu'on mouille pas la chemise. Qu'on n'est pas au quotidien, dans nos entreprises, dans nos quartiers, dans nos lieux d'études, à défendre, j'ai envie de dire, dans des périodes qui ne sont pas révolutionnaires, des réformes jusqu'au bout, à défendre y compris la question de l'unité d'action. Enfin, des exemples, il pourrait y en avoir plein. Je vois ici des collègues de Paris 17. Certains membres du NPAR, d'autres non. Enfin, le traitement de la boîte qui a laissé les collègues travailler pendant 4 jours avec des taux d'amiante 3 à 4 fois supérieurs aux normes qui sont déjà très élevées par le Code du travail, déterminées par le Code du travail. Bon, je veux dire, heureusement, et on voit bien tous dans les universités dans lesquelles on est, dans les entreprises dans lesquelles on est, dans les quartiers dans lesquels on est, la différence que ça fait s'il y a des militants communistes et révolutionnaires qui interviennent dans ces bagarres-là. Donc qu'on ne nous fasse pas la leçon. Et pas que sur les questions, j'ai envie de dire, à proprement parler, du travail, du salaire, des conditions de travail. Quand les collègues de Blandine, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, parce qu'elles mettent un couvre-chef ou un bonnet, sont faites stigmatisées. On est sur ce terrain-là. Opposés au racisme, à l'islamophobie, à la discrimination. Quand des collègues veilleurs de nuit à la ville de Paris se font insulter par un chef et réagissent parce qu'on dit ah, t'es trop lent, mais c'est tous les noirs sont lents. Réagissent et se font sanctionner. On est derrière. Donc on n'a pas ni à nous faire la leçon, ni à se justifier. Évidemment qu'en tant que militant communiste et révolutionnaire, on intervient au quotidien dans les luttes. Et pour nous, la question de l'unité, vous avez vu le temps qu'on a perdu depuis juin 2024, là, où ils ont bourriné le NFP sur il faut Lucie Castet, Premier ministre, Lucie Castet. Ils n'arrivaient pas à comprendre que l'arithmétique, ça faisait qu'il n'y avait pas de majorité. Là, ils l'ont compris à leurs dépens, mais Lucie Castet. Puis après, on nous a vendu là, en pleine situation de crise sociale, où ce qui était au centre, c'était le blocage de l'économie. On nous a dit, allez, destitution ou dissolution. Toujours autour de la question électorale, institutionnelle. D'aucune manière de donner en fait la force qu'on a un peu vue au moment, dans certaines luttes, dans certaines grèves, dans certaines bagarres. Pourquoi on est tellement attaché à la question de l'auto-organisation, à la question des comités de grève, au fait que ce soit les travailleuses, les travailleurs qui prennent en main leur lutte, leur bagarre. Mais parce qu'en fait, c'est de cette manière-là que tu arrives à déborder ceux et celles qui sont complètement abreuvés par la question des intérêts capitalistes. Alors, sur cette question-là, on a été perdu pendant des mois. Parce que sur l'unité d'action,
Aujourd'hui, on voit bien que la majorité de l'énergie militante qu'on doit mettre, elle doit être autour, je veux dire, nous, on serait chaud patate, de la base au sommet, d'avoir avec des militantes, les organisations syndicales, politiques, associatives, de discuter de véritablement comment tu bloques le pays. Au lieu de ça, on a eu quoi comme plan de bataille? T'as le 10 septembre qui te tombe tout cuit. Enfin, je veux dire, c'est une bénédiction, ce truc-là. Qu'est-ce que font les directions syndicales? Ils sont pas cons. Enfin, je veux dire, ils ont plein de défauts, mais pas la connerie. Non, ils sont pas cons, mais ils défendent pas les intérêts des travailleurs. Et c'est pas leur priorité. Et absolument pas de bloquer l'économie. T'as le 10 septembre qui arrive, ils proposent le 18 avant que le 10 arrive. Le 18 se fait, ils trouvent merde, c'est encore trop gros. Ils disent bon, on va faire que ça s'essouffle bien. On dit on va aller rencontrer le cornu. Ils y vont tous. Il n'y a pas de jaloux, Solidaire, la FSU, la CGT, tout le monde y va serrer la paluche de Le Cornu. Miracle, il fallait vraiment attendre une semaine et y aller, sans donner, parce que normalement quand tu dis un ultimatum, tu dis hey, si jamais tu fais pas ça, tel jour je fais ça. Non, là ils se font pas ça, ils disent juste ultimatum et on te voit. Ils attendent le 24 au soir, et là ils disent allez, maintenant le 2, chauffez les duplis, on y va et déposez les préavis. C'est foutage de gueule. Font rien, silence radio, ce qui devait arriver arriva, et là, c'est-à-dire un budget qui est austéritaire, qui s'attaque à l'intérêt des travailleurs et des travailleuses, et là, ils nous annoncent le 2 décembre. Un 6 novembre, tranquillou. Donc oui, il y a besoin, sur tous les terrains, de reconstruire, en fait, avec une autre boussole. Et c'est pour ça que nous, on dit, en fait, il n'y a rien qui nous cantonne à la marginalité, même y compris au niveau électoral. Et pour la gauche révolutionnaire, en France, la question des élections, elle a joué un rôle, en particulier les questions des élections présidentielles, dans plusieurs périodes et pour plusieurs et différentes organisations, joué un rôle de permettre en fait que s'exprime cette colère. En 69 avec la campagne d'Alain Krivine, en 95 avec la campagne d'Arlette Laguillet, et en 2002 avec la campagne de Olivier Besancenot pour la LCR. En 2002, tu as toute la trahison de la gauche et l'ensemble des listes de la gauche révolutionnaire font plus de 10%, avec près de 3 millions de votantes et votants. Objectivement, la situation aujourd'hui par rapport à 2002, elle s'est améliorée. Socialement, internationalement, qu'est-ce qui a changé? C'est le rôle des directions politiques. Moi, je dois le dire, j'ai été atterré que nos anciens camarades autour d'Olivier Besancenot, Philippe Poutou, le 7 octobre, il faut vraiment que le 7 octobre, ils arrêtent de faire des communiqués, que le 7 octobre dernier, ils fassent un communiqué après avoir fait en juin dernier, on rejoint le NFP, etc. Il y avait qu'eux qui avaient compris qu'ils avaient rejoint le NFP pour la campagne de Philippe. Et derrière, il se passe quoi? Et ben derrière, en fait, ils font leur réunion là en octobre de crise, etc. Ils les invitent pas et ils font un courrier pour dire gratte à la porte comme le petit chaton pour voir si on nous ouvre. Enfin, franchement, oui, il y a un problème sur le facteur subjectif et c'est pour cette raison qu'on défend la question du pôle des révolutionnaires. Pas comme un hochet. En fait, quelque chose qui peut permettre de reprendre le dessus, d'abord, c'est d'organiser. Les camarades du NPA Jeunes Révolutionnaires organisent dans 15 jours un week-end de formation sur 2 jours, avec en plus la manifestation nationale internationaliste, où là, c'est de dire les capitalistes nous font la guerre, le fait de la nécessité de s'organiser pour le renverser. Ces deux questions-là, en réalité, aujourd'hui, elles ne sont défendues que par des militants communistes et révolutionnaires. Il y a un enjeu, évidemment, à s'organiser. Il y a un enjeu à faire en sorte de pouvoir faire évoluer le rapport de force. Je vais terminer, puisque c'est une vingtaine de minutes, par juste une chose. Sur cet enjeu-là, aujourd'hui, au niveau électoral, on a fait le choix, à une petite échelle, dans le cadre du pôle des révolutionnaires, de proposer à Lutte ouvrière de pouvoir déposer des listes ensemble au municipal. C'est encore en discussion. Mais quoi qu'il arrive, on n'attend pas, il y aura 1000 candidats et candidates qui seront sur des villes pour défendre à la fois la perspective ouvrière, la perspective révolutionnaire et le besoin de s'organiser. Mais cette question-là, aujourd'hui, du pôle des révolutionnaires, elle n'est pas juste sur le terrain électoral. Il faut qu'elle se discute un peu partout. De fait,
on a parfois un peu forcé les choses, comme à la Poste, là, avec les copains de lutte ouvrière qui, au début, n'étaient pas forcément ultra chauds. Cette question de l'unité d'action entre les révolutionnaires, de prendre nos responsabilités sur tous les terrains, elle est essentielle. Et je termine par une annonce. Il y a le Canard qui est sorti tout chaud aujourd'hui, dans lequel il faut vraiment, le mieux c'est de s'abonner direct. Comme ça, tu l'as sur l'année direct. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps avec les 2 € et tout. Il faut vraiment penser à s'abonner. Il y a plein d'articles tout à fait passionnants, mais il y a une citation en fait de Trotsky là, sur la Révolution espagnole, dans laquelle ça va être les 90 ans en 2026, et qui disait une chose, dans la Révolution espagnole, il faut qu'un tel parti existe bien avant la Révolution, dans la mesure où le processus de formation des cadres exige des délais considérables, et où la Révolution n'en laisse pas le temps. Ils nous font la guerre. Si on veut la paix, il faut préparer la Révolution. Mais pour ça, il faut des militantes et des militants dédiés au quotidien pour le faire. Notre organisation est petite, modeste, mais avec un projet neuf qui est celui de faire une nouvelle tradition de courants révolutionnaires qui viennent de traditions différentes, et avec une perspective, c'est d'assumer clairement que la question de l'unité des révolutionnaires, c'est une question stratégique pour la prise du pouvoir.